Non, c'est bon, c'est celui-là. T'es sûr? Ouais. Attends. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau live sur notre page Superbac. Alors aujourd'hui un live spécial pour les STMG. On va voir tout ce qui concerne le management des organisations. Alors je pense qu'on va vous afficher la petite liste de nos réseaux sociaux, soit à gauche soit à droite, je ne sais jamais, ça dépend de la régie. Alors juste là du coup. Alors pour vous bacheliers, donc c'est la page Superbac by DigiSchool ainsi que donc DigiSchool, deux pages Twitter, une page Insta et une page Snapchat. Alors donc comme je vous le disais aujourd'hui, 12 questions de management des organisations donc pour les STMG. Donc n'hésitez pas à commenter vos réponses. Donc on ne vous fera pas de proposition comme d'habitude de ABCD, ce sera vraiment, vous irez chercher les mots opportuns. Et de toute façon, je vais retrouver notre professeur qui va vous expliquer tout ça directement. Allez, c'est parti, je le retrouve. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. Abdellah Ghanifa, votre professeur de management. Donc on va commencer par une série on va avoir une douzaine de questions sur le management des organisations. Donc pour vous préparer au mieux pour le baccalauréat qui approche, sachant que dans l'épreuve de bac en STMG sur le management, vous avez un certain nombre de questions assez précises qui reviennent assez régulièrement. Donc c'est bien de savoir les travailler, de connaître les éléments de réponse. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis de réponse à choisir. Ouais, C'est complètement. mieux Oui. voilà. N'hésitez pas, Mettez des mots-clés. Des mots-clés, ouais, exactement. Parfait. Alors, on va pouvoir commencer, je pense, avec la première question. Première question, qu'est-ce qui distingue le management stratégique du management opérationnel? C'est quelque chose que vous avez vu normalement lors des 2 années, première et terminale. Alors, n'hésitez pas aussi à directement, si vous avez des questions sur le management des organisations, à les poser en commentaire. On essayera d'y répondre. De toute façon, là, on vous lit en direct. J'attendais ce live depuis longtemps. Et écoute, ravi, Milena, de pouvoir répondre à tes attentes. C'est cool, ouais, vous étiez nombreux à nous demander ce live. Donc, n'hésitez pas directement là à nous faire vos propositions, donc de savoir ce qui distingue le management stratégique du management opérationnel. Est-ce qu'on a déjà des éléments de réponse? Alors, stratégique, c'est court terme et opérationnel, c'est sur du long terme. C'est l'inverse. Ah. Attention, ne vous trompez pas là-dessus, c'est l'inverse. Alors, la durée. Donc, on te propose la durée. Et il n'y a pas que la durée. Il n'y a pas que la durée, mais tu prends quand même la durée. Oui, de bons macarons aussi, la durée. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que la durée, il y a aussi d'autres éléments qui caractérisent le management stratégique en termes de prise de décision. Alors, en attendant les réponses, j'ai une question. On te demande comment bien rédiger un problème de management. Le sujet de management est toujours fait selon une suite logique, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans des questions précédentes. Un problème de management, c'est toujours lié à on va dire à un manque lié aux ressources. Donc c'est soit les ressources financières, soit les ressources humaines, soit les ressources matérielles. Il y a de grandes chances que ça porte sur les ressources humaines ou les ressources financières, parce que quoi qu'il en soit, les ressources matérielles sont financées par des ressources financières. D'accord. Voilà, regardez bien les questions et il y a forcément un élément dans le sujet qui pose problème. Okay. Et là-dessus, c'est le problème de management. Ouais, d'accord, très bien. Alors, on te propose donc stratégique long terme pris par la direction, opérationnelle court terme. Oui. Alors, il manque aussi quelques éléments, mais déjà, j'ai presque tout. Alors, le management stratégique concerne la prise de décision sur les orientations à long terme. Oui. Aussi. De quoi? Alors, on va regarder la réponse. Donc, on a 2 niveaux, si vous voulez. Bon, on en a 3, mais à votre niveau, vous en voyez surtout 2. On a ce qu'on appelle le management stratégique. Donc, le management stratégique, ça va être pris par la direction de l'organisation, principalement. Ça va orienter
l'activité de l'organisation. Attention, ce n'est pas forcément toujours une entreprise, mais ça va orienter l'activité de l'organisation sur le long terme. On prend généralement des décisions qui sont stratégiques, dans des décisions qui ont un impact lourd, qui sont irréversibles ou très difficilement réversibles, et qui sont généralement pris par la direction de l'organisation. Contrairement à ce qu'on appelle le management opérationnel, en fait, qui relève de l'application de la stratégie au quotidien. Donc, une décision opérationnelle peut consister en, je sais pas, pour un point de vente, au réassort des produits, pour un service administratif à commander du matériel. Donc, généralement, c'est pris par n'importe quel niveau hiérarchique, notamment des responsables des bureaux. C'est assez généralement facilement réversible et ça ne concerne pas le futur de l'organisation. Bon, si on se trompe de commande de stylo, a priori, l'entreprise ou l'organisation concernée devrait s'en sortir. Parfait. Attention, il faut savoir pour le bac caractériser une décision stratégique. Donc, c'est long terme, prise par le haut niveau hiérarchique et engage l'organisation sur le long terme. Donc, difficilement réversible. Donc, ça, ce sont les 3 éléments qui vous permettront de caractériser une décision stratégique. D'accord. Ok. Voilà, important pour le bac. Ouais. Allez, parfait. On peut enchaîner avec la deuxième question. Alors, deuxième question, même si dans la plupart des sujets, vous avez des questions qui portent sur des organisations privées à but lucratif, les entreprises, vous pouvez avoir un cas de figure avec une administration, une organisation publique. Donc, quelles sont les finalités des organisations publiques? Je vous aide un peu, il y en a 2. Alors, vous en avez 2. Je regarde si vous avez des questions sur le management des organisations. Et non. Donc, n'hésitez pas à nous les poser directement. Ah, si. Pouvez-vous m'expliquer simplement la différence entre stratégie d'externalisation et d'intégration? Alors, on va y venir. Il y a une question qui va porter là-dessus. Ouais. Il y a une question qui va porter là-dessus. Il ne faut pas aller trop vite. On commence par les bases. Donc, n'hésite pas à nous la reposer si on l'oublie quand on verra ça. Mais on essaye de s'en souvenir. Mais je vais en parler justement de l'intégration par la suite. Alors, les finalités des organisations publiques, on te propose donc de satisfaire l'intérêt général. J'ai sociétal et social, non. Ouais. Ça, c'est lié à la RSE. C'est pas exactement ça. Satisfaire l'intérêt général, oui. Mais comment? Alors, tu peux utiliser la technique de diagnostic stratégique, soit par SWOT aux matrices de GBM. Non. Ça, tu prends pas. Non, non, c'est hors sujet. Non, attention, bien se concentrer sur déjà savoir ce que c'est qu'une organisation publique. Vous avez vu différents types d'organisations publiques et leurs finalités respectives. Alors, n'hésitez pas. C'est lié à l'intérêt général. Donc, l'intérêt général, c'est déjà un bon début de réponse. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise proposition, justement. Voilà. Même le but, c'est tenter votre chance. Oui. Que ça soit plus clair à la fin pour vous. Alors, Nicolas te propose les missions de service public. Oui. Point d'interrogation. Alors, mission de service public, oui. Et donc, il manque la deuxième finalité. C'est en quelque sorte lié. Alors, lucrative et non lucrative. Attention, dans le cas d'une organisation publique, c'est du non lucratif. Oui. On est dans le domaine du non marchand. Le but, c'est de pallier les défaillances de l'économie de marché, justement en proposant un certain nombre de services. Je les aide un peu. Oui. Alors, non lucrative. Bon, je pense qu'on va... Avons-nous des chances de tomber sur les associations? Ça peut. Ça peut. Ouais. Ça peut. Ça sera jamais généralement tout seul. Ouais. Il y a déjà eu des sujets où c'est tombé exclusivement sur une association reconnue d'utilité publique. Le Sourire de Paul, il me semble que c'était un sujet de 2015. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est lié ça va forcément être lié à l'organisation publique. Mais vous pouvez avoir, oui, effectivement, ça arrive assez régulièrement. Alors, on t'a affiché la réponse. Alors, vous avez 2 finalités principalement pour les organisations publiques. La première, c'est de produire des services publics. La caractéristique des services publics, c'est qu'ils sont non marchands. D'accord ? Et la deuxième finalité, c'est de gérer le domaine public. Je vous donne un exemple. Vous avez différents types d'organisations publiques. Vous avez par exemple les collectivités territoriales, les régions, les communes, les départements. Vous avez notamment les établissements publics. Un hôpital, par exemple, c'est un établissement public de santé. Il va produire un service public, un service lié à la santé. Donc, en tant que citoyen français, on a tous accès à un service de santé qui est gratuit. Pourquoi il est gratuit? Il est gratuit entre guillemets, puisqu'en fait, le coût est pris en charge par la sécurité sociale et par d'autres organismes via le financement, via les impôts. Et en même temps, l'hôpital doit gérer son domaine public. L'hôpital possède un domaine qu'il doit gérer et entretenir. Donc, ça fait partie des missions
de l'établissement qui est public, qui est sous tutelle du ministère de la Santé, bien évidemment. Mais c'est pareil pour vos lycées. Hein. Les lycées sont des établissements publics d'éducation, donc ils fournissent un service public. Ils vous permettent justement d'avoir accès à un certain niveau d'éducation, de pouvoir passer des examens et de pouvoir ensuite vous insérer dans la société. Et le lycée gère en soi le bâtiment du lycée, hein, qui fait partie justement de sa finalité, de sa mission. Voilà pour les organisations publiques. Ne vous trompez pas là-dessus. Hein. Alors, MNT qui te propose les principes du service public, bah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Parce que c'est la prochaine question. Voilà. Quels sont les 3 principes du service public? Vous en avez 3 que vous avez dû voir en cours. Certainement en première, que vous devez bien connaître. Bon, normalement, alors c'est de l'acquis. Parce que si vous avez un sujet qui porte là-dessus, vous pouvez très certainement avoir une question sur les principes du service public, à savoir si dans le cas, par exemple, d'un service qui vous est présenté, est-ce que les principes sont respectés? Puis c'est un sujet aussi d'actualité en ce moment. Oui, bien sûr. Avec les universités. Même les cheminots, non? Oui, les cheminots, exactement. Ouais. C'est pour ça que cette année, il pourrait y avoir un sujet qui porte en partie sur l'organisation publique. Bah, souvent, les sujets ont rapport avec l'actualité. Pas mal. Okay. Pas mal parce que quand il y a des choses qui sont un peu à la mode, ça revient assez régulièrement. Dans différents types que ça soit même en BTS, ça peut revenir ensuite l'année d'après en bac. Donc c'est souvent que... Alors, on a peu de propositions. Alors, les 3 principes du service public. Oui. Alors, n'hésitez pas si vous avez, même si vous en avez un. Alors, on te propose l'adaptabilité et la continuité. Oui. Ouais, ça en fait 2 de bons. Oui, il y en a 2, il en manque un. Ouais, il en manque un. L'adaptabilité, la continuité, il en manque un. Il y aura un live pour préparer l'oral du projet. Question de Kylian. Ça peut être dans les tuyaux. Oui, on peut en avoir un. Alors, je promets rien. Il faudrait voir ça, que je vois ça avec Tony qui s'occupe de tous nos lives. Là, on a une bonne réponse de Léa. Égalité, équité. Donc, elle nous a ajouté le 3e. Donc, on va revenir sur les 3 principes du service public. Donc, alors, vous avez la continuité. Le service public doit être continu de manière géographique et continu de manière horaire. C'est pour ça que vous avez par exemple des services d'urgence qui sont ouverts 24 heures sur 24 parce qu'une personne peut tomber malade à n'importe quel moment. Continuité sur le territoire, hein, c'est le cas par exemple du réseau ferroviaire, même si parfois il y a des régions qui sont un peu plus isolées. On essaie malgré tout de faire en sorte qu'il y ait une certaine continuité via d'autres moyens de transport. Bien sûr. L'égalité, l'équité, pourquoi? Parce que l'égalité n'est pas toujours possible, donc on a préféré introduire un nouveau terme, principe d'équité. C'est-à-dire que il faut que tout le monde puisse avoir accès aux services publics. Il s'avère que parfois, pour des conditions de revenus, quand on touche des revenus très faibles, on ne peut pas forcément avoir accès à un service. Donc, pour cela, il existe parfois des alternatives avec une partie du financement qui va être assurée par l'État. Je prends par exemple les cartes familles nombreuses au niveau de la SNCF ou tout un tas de ce qu'on appelle le tarif sociaux qui sont conventionnés. Enfin, l'adaptabilité, il faut savoir que si vous habitez par exemple dans un village et que le village passe de 1000 habitants à 2000 habitants, il faut que les écoles soient en mesure d'adapter leur capacité d'accueil. Idem pour les hôpitaux ou pour les autres structures publiques. Il faut qu'elles s'adaptent à l'évolution de la société, et notamment ça peut être aussi une évolution en termes d'horaire de travail, etc. C'est ce qu'a connu la Poste ces dernières années. Ils se sont adaptés en termes de technologie. La SNCF, bien qu'on l'a décrit dans les médias, si on prend la SNCF d'il y a 15 ou 20 ans, il n'y avait pas autant de possibilités. Maintenant, vous avez des billets dématérialisés, vous avez des bornes, vous pouvez faire tout sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc, il y a vraiment une adaptabilité du service. Tout à fait. Allez, on passe à la question numéro 4. Qu'est-ce qu'une partie prenante? C'est un élément qui revient assez souvent dans vos sujets de management. Alors, moi, je lis la réponse pour pouvoir voir ce que, en fonction de vos réponses. Très bien. Alors, vous êtes très calmes les STMG ce soir. Pourtant, vous êtes nombreux sur le live. Mais ouais, vous
N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaise réponse, comme on vous disait. Le but, c'est de vous entraîner et de ne pas reproduire les erreurs ensuite sur une copie. Mais n'hésitez pas à proposer des choses. Alors, Nicolas nous propose un actionnaire. Par exemple, c'est une partie prenante. Tout à fait. Alors, c'est tout ce qui est client, fournisseur, salarié, etc. Alors, j'ai un élément interne de l'entreprise qui influence sur son micro-environnement. Alors, j'ai beaucoup de choses, Ouais. mais ce n'est pas forcément qu'interne, une partie prenante. Attention. Alors, les usagers est une partie prenante. Question de Juliette. Attention, les usagers, on parle plutôt de services publics. Ok. La partie prenante, c'est vraiment axé sur l'entreprise, même si on peut parler de partie prenante dans d'autres cas de figure, mais oui. Alors, on te propose tous les partenaires, clients, fournisseurs, etc. Oui, ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. On oublie parfois l'essentiel. C'est qu'on s'inscrit dans un environnement beaucoup plus large. Il n'y a pas que le micro-environnement. Alors, il y a les parties prenantes internes, tout ce qui concerne l'entreprise, et les parties prenantes externes qui concernent l'extérieur de l'entreprise. Oui, effectivement. Alors, sinon, Léa te propose un individu qui peut influencer directement ou indirectement les décisions de l'entreprise. Oui, c'est une réponse qui se rapproche vraiment le plus de la réponse possible. De la bonne réponse. Ouais. Alors, on va afficher. Sinon, ceux qui ont un intérêt à l'entreprise. Oui, alors attention, ce n'est pas forcément une personne, on va plutôt parler d'acteurs. Donc une partie prenante, ça va être un acteur qui a participé directement ou indirectement. Pourquoi indirectement? Parce que vous avez par exemple les collectivités territoriales qui participent indirectement à l'activité de l'entreprise. Comment? En proposant un cadre favorable à l'activité économique. Donc il faut qu'elle soit subventionnée. Comment? Lorsque l'entreprise va réaliser un chiffre d'affaires, par exemple, elle va rémunérer un ensemble d'acteurs, les clients, les fournisseurs, elle va rémunérer ses salariés. Donc c'est lié vraiment au partage de la valeur ajoutée. Et elle va payer un certain nombre d'impôts. Et il ne faut pas forcément penser qu'à l'impôt sur le bénéfice, il existe aussi des impôts locaux. Donc on va payer ce qu'on appelle la contribution foncière des entreprises, la CFE, qu'on paye au niveau des collectivités. Donc les mairies en bénéficient pour justement développer les services au niveau des municipalités. Donc en soi, les communes sont aussi des acteurs et des parties prenantes qui vont participer indirectement à la création de valeur ajoutée. Alors on nous dit qu'il y a les banques aussi. Oui, parce que les banques permettent, ça en fait partie, les banques permettent aux entreprises de se financer. Il faut savoir que les banques participent surtout au financement des PME, par exemple, ou des très petites entreprises qui sont assez dépendantes des banques si elles n'arrivent pas à se financer elles-mêmes, tandis que les grandes entreprises préfèrent recourir au marché où justement elles vont faire appel aux actionnaires. Donc c'est pour ça que l'actionnaire est en soi une très bonne réponse, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec notamment des théories que vous n'avez pas encore vues à votre niveau, mais il faut savoir qu'il y a un conflit, il y a des intérêts divergents entre les actionnaires qui souhaitent plus de dividendes et des salariés qui souhaitent plus de salaire. Donc il y a des intérêts qui sont différents en fonction des parties prenantes, et ça, la direction de l'entreprise essaie de trouver un peu des terrains d'entente et une certaine conciliation. Ce n'est pas toujours facile et évident. Allez, parfait, on peut enchaîner avec la cinquième. Oui, mais sinon, n'hésitez pas à nous dire si vous n'avez pas vous n'avez pas compris un point, on reviendra dessus sans problème. Allez, question numéro 5. Quels sont les différents modes de production? Alors, on en veut 3. Il y en a 3 que vous avez vus en fin de première, normalement. Alors, sinon, il y a une licorne qui te pose une question. Parfois, dans les sujets de type bac, il y a marqué dans les questions apprécier, constater, commenter l'évolution. Quelles sont les différences? Il n'y a pas vraiment de grosses différences. Le but, c'est vraiment d'apporter une certaine variété en termes de vocabulaire, d'éviter la redondance. Mais quand on vous demande d'apprécier, de commenter, le but, c'est de décrire l'évolution et de la présenter selon les méthodes que vous avez vues en cours. Voilà, c'est vraiment pour éviter à chaque fois d'utiliser commenter à chaque question ou apprécier à chaque question. C'est vraiment des synonymes. À votre niveau, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Alors, plusieurs, vous êtes... Alors, on a une bonne réponse. À l'unité en série, et il me manque... Nicolas, il me semble que tu as donné les 3, à savoir en série, en continuité et... Alors attention en ce qui concerne le Fordisme et le Taylorisme, attention aussi en ce qui concerne le Toyotisme. Mais là, celle-là de réponse, elle me paraît plutôt correcte. Oui, à l'unité en série, et il en manque une.
En série. En continu, oui, j'en ai eu un. Oui, en continu. Alors, on va afficher la réponse et je vais aborder aussi l'aspect du taylorisme. Alors, différents modes de production. Alors, la réponse arrive. Alors, fabrication à l'unité. Donc, la fabrication à l'unité, ça va beaucoup plus être du sur-mesure, hein, de la commande qu'on va faire. Un yacht, par exemple, qu'on fabrique à l'unité, conformément aux demandes du client. Ça peut être, par exemple, même si parfois vous avez des avions qui se ressemblent, hein, les avions ensuite sont aménagés à l'intérieur en fonction des demandes des compagnies aériennes. Donc voilà, une fabrication à l'unité, ça peut être par exemple surtout pour du domaine du luxe, pour certains domaines très spécifiques, où vraiment d'un client à l'autre, le produit est vraiment différent. Ouais. Ensuite, la fabrication en série, c'est ce que vous connaissez assez régulièrement, hein, tout ce qui est vêtements, téléphones portables, etc. Alors, il peut y avoir des grandes séries, petites séries. C'est pour ça qu'après, là-dessus, quand on parle de taylorisme et de Fordisme, il faut quand même se dire, il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire Taylor a introduit un certain nombre de concepts liés à la fabrication à la chaîne. Il a permis l'industrialisation, notamment, c'est surtout Ford en fait qui a commencé à mettre en place tout ça dans ses usines au début du XXe siècle. Où il s'est dit, la voiture à l'époque, on la faisait fabriquer par un certain nombre de personnes, ça prenait du temps, c'était assez long. Il s'était dit, on va séparer les tâches et on va faire faire les tâches séparément par un certain nombre de personnes, des tâches très simples. Ça va permettre d'accélérer la vitesse de fabrication et de proposer aussi des véhicules beaucoup moins chers. Voilà. Donc, c'est lié à la fabrication en série. Après, il y a plus ou moins des grandes séries, des petites séries. Hein. Parfois, vous achetez des paires de baskets sur Internet en série limitée. Bah, c'est presque de l'unité, c'est-à-dire qu'on est un peu entre les deux, mais ça reste de la fabrication en série. Et enfin, la fabrication en continu, ça va vraiment concerner le domaine de l'énergie, parce que dans le domaine de l'énergie, on a besoin d'avoir du pétrole qui soit raffiné en continu, le gaz, voilà. Okay. L'électricité est produite en permanence, parce que le problème de l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker, donc on a besoin d'avoir des centrales. Constamment. Par exemple, en France, c'est basé sur des centrales nucléaires qui fonctionnent en permanence, sans s'arrêter. Ou par exemple, la sidérurgie pour les hauts fourneaux, parce que si on les éteint, il faut 2 ans pour les rallumer, donc on évite de s'arrêter. Voilà. Ok. Allez, on passe à la 6e question. Qu'est-ce que la culture de l'organisation ? Donc là, on attend. Plusieurs notions. Alors, on attend plusieurs petites notions. Alors, la culture de l'organisation, non, ouais. Comme vous dit Baptiste, qui vous écrit directement, qui vous répond sur YouTube et sur Facebook, vous n'avez pas l'air trop inspiré. Alors, les styles de direction, on te propose. C'est pas exactement ça. Alors, les artefacts, les valeurs, les croyances, les symboles. Exactement, donc ça en fait partie. Donc, on va regarder ce que c'est. Donc, la culture de l'organisation va permettre d'assurer, si vous voulez, la cohésion de ses membres. C'est important qu'un groupe partage des valeurs. Quand vous êtes un groupe de copains, ce qui va vous unir, c'est que vous partagez des passions communes. Donc, il y a des choses, il y a des valeurs que vous avez en commun. Donc, il y a peut-être des symboles, il y a peut-être des rites. Lorsque vous vous rencontrez, vous avez peut-être une façon de vous saluer. Et ça va permettre au groupe d'être plus soudé. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il existe différents niveaux de culture. Il y a une grande culture nationale, puis il y a des petites cultures, il y a des cultures à d'autres niveaux, régionales ou locales. Ça en fait partie. Une entreprise, ça reste un groupe. Une organisation, ça reste un groupe qui a aussi sa propre culture. Donc, ce qui est important, c'est que pour favoriser, on va dire, l'action collective, il faut que les personnes adhèrent au projet. Et on adhère plus facilement à un projet auquel on croit. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, la culture de l'organisation va permettre aux personnes d'être plus impliquées. Si elles sont plus impliquées, elles sont donc plus motivées et a priori, l'organisation serait plus performante. Donc, c'est un élément qui permet à une organisation d'être plus performante. Vous le retrouvez surtout dans beaucoup d'entreprises très récentes qui essaient de développer des cultures très fortes, notamment dans le domaine du numérique. Vous avez par exemple Google, vous avez Airbnb, etc., qui sont des entreprises axées vraiment sur certaines valeurs bien distinctes. Et ça permet notamment aussi d'attirer certains profils au sein de l'organisation. Parce que pour des entreprises dans le domaine du numérique, le salaire ne suffit pas. Parce que les salaires sont plus ou moins les mêmes entre les différentes entreprises. Donc pour attirer quelqu'un, il faut lui proposer autre chose. La vie d'entreprise. Voilà, exactement. Des conditions de travail sympas, etc.
Ok. Allez, on passe à la question numéro 7. Alors, quelles sont les composantes du diagnostic stratégique? Peut-être quelque chose qui nous attendait, puisque j'ai vu un certain nombre de commentaires sur le diagnostic stratégique. Qu'est-ce que c'est? Il y a 2 composantes. On peut vous demander l'une des 2, ou les 2, après tout dépend du sujet. Hein. Mais c'est une question qui revient très fréquemment dans des sujets. Hein. Alors, on a une nouvelle question. En ce qui concerne les stratégies des organisations, diversification, spécialisation... Il y a des questions dessus. Ok, donc on y répond après. Donc c'est une question de une licorne. J'ai prévu juste après. Alors, j'ai prévu justement de revenir notamment sur l'intégration, parce que je vais en parler justement sur la diversification. Et la spécialisation, ça fait partie des stratégies que vous devez maîtriser. Alors, concernant le problème de management, s'il y a plus d'un problème trouvé, est-ce qu'on peut quand même donner les 2? Généralement, il y en a un. Il n'y en a toujours qu'un seul. Il y en a toujours qu'un, qui est assez clairement identifiable. Ok. Donc faites attention, c'est peut-être que vous touchez à quelque chose d'un peu annexe. Et regardez bien les questions précédentes, ça s'inscrit toujours dans une continuité. C'est un sujet logique. Il n'est pas fait pour piéger, il est fait vraiment pour avoir une progression. Oui, bien sûr. Alors, on te propose externe et interne, donc le diagnostic interne et externe, les points faibles, les points forts, ou les compétences et les ressources. Très bien, donc on va afficher la réponse. Donc on a 2 éléments, voilà, on a 2 parties dans un diagnostic stratégique. Donc au niveau interne, il va s'agir de recenser les forces et les faiblesses du fonctionnement de l'organisation. Vous avez différentes façons de faire en termes de diagnostic interne. On utilise surtout la partie force-faiblesse du modèle qu'on appelle force-faiblesse, opportunité, menace, modèle qui s'appelle SWOT en anglais. Mais c'est la même chose. Voilà. Le SWOT. Ensuite, pour l'externe, vous avez l'identification de menaces et opportunités de l'environnement. C'est-à-dire que l'entreprise évolue dans son environnement. Il y a des éléments qui peuvent être perçus comme des menaces, d'autres comme des opportunités. Ce qui va être important, c'est de saisir les opportunités et surtout de réduire l'effet des menaces. Vous avez Pestel, qui est un outil qui vous permet en fait d'analyser l'environnement externe ou les opportunités menaces du SWOT. Pestel va très bien. Mais vous avez aussi le modèle des 5 plus 1 force de porteur, que vous avez certainement dû voir aussi. Donc il y a différentes façons de faire. Après, on ne vous imposera pas forcément d'outils. Vous utilisez l'outil que vous maîtrisez le mieux et qui vous met le plus en confiance. Allez, parfait. On peut passer à la question numéro 8. Alors, en quoi consiste l'externalisation, qui fait partie justement des stratégies globales? Externaliser. Et c'est souvent mal compris l'externalisation par les élèves. Alors, pour le bac, il y a aussi la faculté des sciences économiques. Asmae, n'hésite pas à nous reposer ta question parce que je la comprends pas très bien. Alors, comment bien identifier les mécanismes de coordination mis en place? Ah non, c'était la réponse à la question d'avant. Alors, en quoi consiste l'organisation? Alors, Antoine te propose à confier sa production à un organisme extérieur. Alors, oui, mais là où vous faites souvent une erreur, c'est que vous pensez surtout qu'à la production. Ouais. Alors, sinon, on te propose faire une activité à une orga. Ça me plaît plus. Ok. Faire une tâche à une autre entreprise. Pas forcément qu'une entreprise. Ok. Faire un partenaire extérieur réaliser sa production. Oui. Confier à un partenaire externe une partie de ses activités et de concentrer sur son cœur de métier. Ça me plaît vraiment beaucoup. Eh ben bravo Léa. Bravo, c'est... Léa. Léa ou Léo? Léa. Depuis tout à l'heure, Léa... Ouais. Elle est en forme. Elle a des... Ouais. Alors, je vais revenir sur la réponse en essayant d'expliquer au mieux. Alors, l'externalisation, si vous voulez, c'est une décision que va prendre l'entreprise. En fait, elle va faire appel à un prestataire extérieur. Il y a différentes formes d'externalisation. Souvent dans une perspective de long terme, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir ça sur une relation de long terme. Vous avez très certainement dû voir en cours, c'est l'exemple classique par excellence où on parle d'Apple. Apple se concentre sur son cœur de métier, le design, la conception, et fait appel à un certain nombre de sous-traitants. La sous-traitance est une forme d'externalisation, mais la franchise aussi est une forme d'externalisation. Parce que
Là où parfois vous vous trompez, vous ne pensez qu'à la production. Apple, dans son cas de figure, ils font appel à différentes entreprises qui vont produire des composants pour eux. Ouais, des prestataires. Mais lorsqu'on produit et qu'on ne vend pas et qu'on fait appel à des franchisés pour vendre, ça reste de l'externalisation parce qu'en fait, on confie une partie de ses activités. Ouais. Lorsqu'on confie, une entreprise est organisée autour d'un certain nombre d'activités. La production, le service marketing et vente, etc. Mais lorsqu'on externalise le ménage, c'est aussi de l'externalisation. C'est-à-dire que quand une entreprise ne fait plus faire le ménage par l'un de ses employés et qu'elle fait appel à un prestataire de service qui va venir 2 fois par semaine faire le ménage, ça fait partie de l'externalisation et en soi, on fait réaliser tout ou une partie de ses fonctions. Et l'entreprise, souvent, maintenant, fait appel à un cabinet externe de comptabilité pour faire sa comptabilité. Oui, mais il faut savoir qu'avant, les entreprises étaient ce qu'on appelle intégrées. Donc, je réponds à la question qui m'a été posée plus haut. Oui. L'intégration, c'est le contraire de l'externalisation. Donc, externaliser, c'est confier, faire sortir de l'entreprise une partie ou toutes ses activités pour se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux. L'intégration, c'est au contraire racheter. Bon, ça peut se faire soit en développant, soit en rachetant différents partenaires. C'est pour ça qu'il y a 2 types d'intégration. Il y a ce qu'on appelle de l'intégration verticale et horizontale. Soit on décide de racheter des concurrents, soit on décide de remonter dans la chaîne et en achetant des fournisseurs. Souvent, c'est fait dans le domaine du luxe. Par exemple, pour s'assurer d'un approvisionnement en peau de crocodile, par exemple, Hermès a décidé d'avoir ses propres fermes. C'est un peu dégoûtant, mais c'est comme ça. Au moins, ils sont sûrs d'avoir un approvisionnement et de ne pas manquer de peau de crocodile de qualité pour confectionner des sacs qui sont vendus 30 000, 40 000 euros. Ouais, voilà. Ok. Eh bien, parfait. On en est à la question numéro 9 sur 12. Alors, quelles sont les stratégies de domaine définies par Porter ? Donc, vous aviez les stratégies qu'on appelait stratégies globales, avec l'externalisation, avec l'intégration, avec aussi la diversification et la spécialisation. Je vais répondre juste après, parce que je sais que j'ai eu des questions là-dessus, sur la diversification. Mais là, on va passer aux stratégies de domaine. Et c'est lié, c'est pour ça que je ne réponds à cette question que maintenant. Alors Léo, tu nous dis comment va la régie, car on ne les voit jamais. Ils vont bien. Aujourd'hui, c'est Thomas qui s'occupe de toute la côté technique de ce live et Baptiste qui vous répond. Donc un grand merci à eux. Alors, quelle est la différence avec la sous-traitance, s'il vous plaît ? Question de Juliette. Et par rapport à l'externalisation, j'imagine. La sous-traitance, c'est une forme d'externalisation. La franchise est une autre forme d'externalisation. Parce que le sous-traitant, si vous voulez, est un prestataire extérieur. Comme le franchisé est un prestataire extérieur. Ils sont liés par un contrat à long terme, les deux. Ouais. D'accord ? Ne confondez pas le fournisseur de biens avec un sous-traitant. Un fournisseur, ce n'est pas exactement la même chose qu'un sous-traitant. Un fournisseur, c'est une entreprise séparée à qui vous allez acheter, par exemple, des produits. Vous allez revendre. Un sous-traitant, c'est une personne avec qui vous êtes lié par contrat qui va confectionner un produit selon votre cahier des charges, conformément à votre demande. C'est ce que fait par exemple le Casino quand ils font faire des pâtes. Ils font appel à des PME. Tout à fait. Quand ils vendent ça sous marque de distributeur Casino. C'est des contrats d'1 an. Ils sont assez exigeants dans la grande distribution, ça change assez régulièrement. Si la personne ne satisfait pas... Pour pouvoir renégocier les prix. Voilà, ils renégocient les prix. Mais souvent, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise est liée à Casino pour 1 an et elle veut fabriquer ses pâtes conformément au cahier des charges. Donc, c'est un prestataire. Alors, question de Asmaïl, les cours c'est juste pour le bac. Oui, là on est sur un live pour le bac STMG, mais même si vous êtes post-bac, ça peut vous servir. Il y a de la culture qui vous resserre, même en BTS. Je reviens sur des notions aussi que vous avez en programme de BTS tertiaire en management des entreprises. Ah, parce qu'il est en fac d'éco. Eh bien écoute, n'hésite pas, ça devrait être des acquis normalement, donc n'hésite pas à réviser avec nous. Juliette est satisfaite de la réponse. Ah, parfait. Tant mieux. Tant mieux. Mais n'oublie pas, Juliette, que si tu veux, en termes d'externalisation, ça ne concerne pas que la production. Ça peut concerner aussi la vente. Ça peut concerner des activités comme la comptabilité. Attention, c'est assez large l'externalisation. Alors, Léa, qui a été plutôt bien assidue sur ses cours, te répond la différenciation et la domination par les coûts. C'est très bien. Léa révise mais il bien. en manque. Il en manque une, Léa. Ouais. C'est presque parfait.
Alors, Unicorn, merci vraiment pour la vidéo, car souvent les STMG sont mis à l'écart et n'ont pas de direct, comme celui leur permettant de préparer au mieux le bac. Un live très intéressant, merci pour votre travail. Je vous en prie, on fait l'essentiel. Merci beaucoup, ouais, ça fait savoir, j'ai plaisir. enseigné en STMG et en BTS, et là actuellement je suis en BTS avec des BTS tertiaires. Donc je retrouve beaucoup aussi de STMG post-bac. Donc je sais ce qu'il en est des au épreuves. contraire, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit sur les STMG. Non, bien au contraire, vous n'êtes pas mis à l'écart et vous serez mis en avant sur certaines formations post-bac par rapport à d'autres bacs. Donc il ne faut pensez pas hésiter. pas. Ouais, Postuler. c'est loin d'être une voie de garage, bien au contraire. Alors, donc personne veut compléter la réponse de Léa, à savoir la différenciation et la domination par les coups. Il en manque une. Alors bon, on va afficher la réponse. Allez, on affiche la réponse. Ouais. Alors, je vais vous expliquer d'abord ce qui relève de la spécialisation et de la diversification. Alors, une entreprise, c'est d'abord un métier. Je vous donne un exemple. Sony, son métier, au début, c'était l'image. D'accord ? Donc Sony ensuite s'est diversifié. Se diversifier, ça consiste à développer de nouvelles activités. Alors les nouvelles activités peuvent être en lien ou pas avec l'ancienne. Dans le cas de Bouygues, ils sont passés quand même de l'immobilier, du bâtiment, à l'immobilier et ensuite aux télécommunications. C'est pas forcément toujours en lien. Bouygues, c'est toujours le même groupe. Et Bouygues qui ouais. possède normalement, il me semble, TF1, je crois. Oui. Alors que Sony, lorsque Sony a décidé de se diversifier, ils sont restés quand même liés à l'image et au son. Bon, différemment, Ouais, Sony par la a son, PlayStation. voilà, ils ont leur label de musique. Ils produisent Adele, la chanteuse Adele. Ouais. Sony possède, vous le savez, vous êtes allé peut-être voir au cinéma Avengers, mais Sony possède quand même un certain nombre de licences, dont la licence de Spider-Man. Il faut savoir que le Spider-Man Homecoming a été fait en collaboration avec Marvel, parce que Sony possède la licence de Spider-Man. Donc Sony s'est diversifié, d'accord. Ils ont fait aussi après du jeu vidéo avec la PlayStation. Donc, lorsqu'une entreprise a plusieurs métiers, on dit qu'elle est diversifiée. Elle peut décider parce que c'est pas rentable. Il faut savoir que pour Sony, par exemple, la partie télé, ça commence un peu à perdre, alors que c'était son activité initiale, alors que la partie jeu vidéo gagne pas mal. Donc ils peuvent décider à un moment donné d'arrêter certaines activités. C'est ce qui se passe avec Philips au niveau de la télé. Philips a décidé d'arrêter la télé parce que le cœur de métier de Philips maintenant, c'est le médical, c'est l'imagerie médicale, c'est les IRM, c'est ce qui leur apporte le plus. Donc quand une entreprise décide d'aller dans l'autre sens, on dit qu'elle se spécialise, elle choisit qu'un métier. Et lorsqu'on choisit qu'un métier, c'est ce qu'on appelle un domaine d'activité stratégique. Pour cela, il va falloir choisir une stratégie de domaine, puisque c'est un DAS, un domaine d'activité stratégique. Porteur en définit 3. La différenciation, la domination par les coûts et la focalisation. La différenciation, c'est je vais essayer de me différencier sur des éléments qui ne sont pas liés au prix. Le design, c'est le cas par exemple des MacBooks. La domination par les coûts, ça veut dire d'essayer de faire en sorte de réduire au maximum les coûts dans tout ce qui concerne mon produit, son élaboration, etc., pour proposer le prix le plus avantageux en fait au client. Je me distingue des concurrents par le prix, mais c'est parce que j'ai réduit les coûts que je vais pouvoir réduire mon prix. Donc ça, c'est une possibilité là. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est diversifiée peut très bien choisir une différenciation pour un métier et une domination par les coûts pour un autre. Ça n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que Sony aurait pu très bien proposer des consoles bon marché, après en utilisant un autre nom de marque, parce qu'après, il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence. Ou alors, ce qu'on appelle, c'est ce qui se passe en téléphonie mobile. Vous avez Red et vous avez SFR. Oui, ou ça chez Orange. Voilà, donc après, on choisit un nom de marque différent parce qu'on n'est pas sur les mêmes stratégies. La focalisation, c'est de se dire, on va sur une niche. Qu'est-ce que c'est qu'une niche? Vous êtes dans le son, vous fabriquez des équipements son. Sony fabrique des équipements son. Philips fabrique des équipements son. Bose, par exemple, ils sont spécialisés dans le son, mais ils sont sur une niche. C'est-à-dire qu'ils vont être sur des éléments à un certain niveau de prix. Plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Et c'est de la niche, c'est-à-dire que là, c'est même plus de la différenciation, c'est ils décident de se concentrer, ils ne touchent pas tout le marché, mais ils touchent qu'un segment limité de marché. Par exemple, si tu vas décider par exemple de fabriquer des produits qui vont ne concerner qu'une catégorie d'âge, avec un certain niveau de revenu, tu te focalises. C'est de la niche. Un peu comme par exemple le groupe Zara, qui possède à la fois Zara, Mango, Massimo Dutti. Exactement. Inditex, c'est leur stratégie. C'est-à-dire qu'ils sont diversifiés, mais en même temps, en fait, chaque marque correspond à un segment de marché. Mais il faut faire attention parce que parfois, vous avez tendance à confondre la segmentation marketing et la segmentation stratégique. La segmentation stratégique est vraiment liée à l'activité, tandis que la segmentation marketing, c'est lié au marché. Alors qu'une segmentation... l'exemple pur, c'est Sony, comme je vous ai dit. Sony, ils font du son, ils font du son à la fois en label musical et puis ils font du son à la fois en proposant des appareils qui permettent de reproduire le son.
Ok. Donc, ils ont pas connu les Walkman. Non, sur le lecteur côté. cassette, ouais, accroché à la ceinture. Baptiste vous a collé le lien dans le channel YouTube du corrigé de l'épreuve de Pondichéry qu'on a eu et qu'on a corrigé. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, vous avez le lien directement dans le chat. Donc n'hésitez pas. Aïch, il nous remercie pour les exemples. Je pense que c'est mieux avec des exemples, ça vous parle plus parce que sinon ça peut vite être c'est vraiment plus compliqué. Concret. Allez, on passe à la... Les Walkman. C'est quoi un Walkman? Qu'est-ce que c'est? Une question de DigiSchool. Ouais, c'est Baptiste qui essaie de nous troller. Mais je pense qu'il est un peu trop jeune aussi pour avoir connu ça. Non, je pense qu'il en a de troll juste. Oui, oui, on essaye de respecter. Allez, question 10. Alors, qu'est-ce que l'intégration verticale? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Si vous avez bien suivi, vous pourrez bien vous en sortir. Comme l'entreprise Bic. Ouais, bon exemple aussi. Ils font des exactement. briquets, des stylos, D'ailleurs, des rasoirs. Ils ont essayé de faire des parfums, mais ça collait pas du tout avec leur image de marque. Dans les non. Ils ont essayé de faire des parfums avec 4 couleurs. Ah oui, il y a eu de gros ratés dans des produits. Ouais, mais bon. Le problème, c'est que Bic, c'est des produits bon marché qui sont plutôt fiables. Ça marche avec des stylos, ça marche avec des briquets. Maintenant, le parfum, on n'achète pas le parfum parce que c'est bon marché et que c'est fiable. Non, on voilà. évite. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas trop marché. Alors, donc, on vous rappelle la question. Pourquoi voit-on apparaître de nouvelles... Non, qu'est-ce que l'intégration verticale? Alors, c'est le rachat des concurrents, nous propose une licorne. Attention, verticale, pas horizontale. Le taylorisme, c'est pas vraiment ça. Si tu veux, le taylorisme, c'est une forme d'organisation de la production. En soi, c'est de se dire, quand on suit les principes du taylorisme, c'est de la fabrication à la chaîne, on va réduire, on va décomposer en fait les tâches en tâches relativement simples qui vont être réalisées par des exécutants. C'est ce qu'on a retrouvé au niveau de la production dans les usines au début du XXe siècle et c'est ce qu'on a retrouvé ensuite dans les centres d'appel au niveau des services dans les années 70. Donc le taylorisme existe toujours dans certains métiers. Alors Léa, encore une fois, j'ai l'impression qu'elle a répondu à un truc qui me paraît pas trop mal. Alors, savoir le contrôle de différentes étapes à Léa, de production en amont ou en aval. Voilà. Léa est super aujourd'hui. Ouais. Elle est en forme et c'est parfait. C'est parfait. Donc là, alors, on va afficher la réponse. Alors justement, faites gaffe, c'est que l'intégration horizontale concerne le rachat de concurrents. C'est ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Je vous explique clairement comment marche l'industrie pharmaceutique. Pour avoir un avantage sur les concurrents, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des licences sur des produits pharmaceutiques. C'est long et laborieux à mettre en place en termes de recherche et développement, créer un nouveau médicament, donc c'est assez compliqué. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on rachète une entreprise qui possède des licences. Donc là, c'est de l'intégration horizontale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes au même niveau que vos concurrents. C'est pour ça qu'on parle d'intégration horizontale. La verticale, en fait, c'est que vous avez en amont la production et en aval le client. Donc en fait, l'intégration verticale, c'est qu'on remonte la chaîne de production et qu'on rachète, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a différentes possibilités de le faire. Soit on rachète, soit on décide de s'allier avec une entreprise qui va exercer les mêmes activités. Un ancien concurrent, il faut savoir que le CD a été développé par un partenariat, donc une alliance entre Sony et Philips, le CD-ROM. Sauf que Sony a été plus gagnant dans l'histoire que Philips. Donc c'est pour ça que Philips n'était pas très content après l'alliance. Donc après, c'est comme ça qu'aussi on a décidé d'imposer certains supports. Il y a eu à un moment donné, soit on allait vers le Blu-ray, soit on allait vers un super CD-ROM. Ils avaient essayé de développer un super CD-ROM et finalement c'est le Blu-ray qui a gagné parce que Sony s'était allié avec d'autres entreprises comme Pioneer, ils avaient développé tout ça. Dans l'automobile, ça marche aussi parce que c'est comme ça qu'un constructeur automobile peut par exemple proposer, lorsque je fabrique une voiture, je ne sais pas forcément faire des sièges. Donc je vais m'associer avec une marque peut-être de luxe. Vous avez des séries des 206 Roland Garros, voilà. Vous avez des alliances. Donc il y a tout un tas de façons de faire. Mais pour résumer, l'intégration verticale, c'est qu'on décide de remonter dans la chaîne et qu'on achète des activités qui sont un peu plus en amont. Et ça va nous permettre, nous, de sécuriser en fait la chaîne de production. Allez, parfait. On passe à la 11e question, avant-dernière. Alors, pourquoi va-t-on apparaître de nouvelles structures plus flexibles? Ça vous concerne, c'est vraiment assez un sujet d'actualité. Ouais. Alors, on attend encore une fois plusieurs notions, donc pas une seule, donc n'hésitez pas à nous faire vos propositions.
Alors, je trouve que l'étude d'une organisation publique est plus dure qu'une entreprise. Non. Non, je pense qu'il faut surtout vous familiariser avec ce qu'on vient de voir dans le live, c'est-à-dire les finalités du service public, les missions, les principes du service public. Et en soi, c'est pas forcément bien plus difficile. D'ailleurs, il faut savoir que si on vous met quelque chose en lien avec le public, ça ne sera pas un sujet qui portera que sur ça. Alors, Rodi te propose pour s'adapter aux contraintes du marché. Oui, mais pas que. Alors, faites-nous vos propositions. Il reste que 2 questions, donc allez-y, n'ayez pas peur. Alors, pour être plus efficace et polyvalent. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour une question de performance, bien entendu, mais qu'est-ce qui se passe en amont? Alors, pour s'adapter à l'environnement externe. Alors, où est Léa? Est-ce qu'elle est partie? Non, ouais, Léa nous a pas fait sa proposition encore. Alors, car le marché varie beaucoup en fonction de l'offre et la demande. Oui, mais là, on reste à un niveau un peu trop économique. Qu'est-ce qui se passe justement en termes d'environnement? Plutôt plus large, pas que le marché, l'environnement en soi. Qu'est-ce qui se passe? Notamment au niveau des clients. Qu'est-ce qui caractérise les clients? Leurs besoins sont comment? Alors, pour réaliser des économies. Je suis pas d'accord. Si on le fait, c'est aussi parce que d'un côté, on n'a pas forcément le choix. Vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez. Je vais afficher là. Bon, on va regarder ça, comme ça on va développer un peu le tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Justement, on a des entreprises qui vont être confrontées à des enjeux économiques. Les marchés sont instables. Ça veut dire quoi un marché instable? Ça veut dire qu'il est très difficile de prévoir à l'avance les évolutions du marché. Donc le marché a tendance à prendre des directions qui sont parfois à l'opposé du jour au lendemain. Donc c'est pas simple pour une entreprise parce qu'elle a besoin de stabilité. C'est mieux pour elle, c'est mieux parce qu'elle a besoin aussi de rentabiliser ses coûts, donc les dépenses qu'elle a engagées dans sa production, et elle a besoin de savoir si elle va vendre ou pas ses produits. Donc le marché est instable. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que la technologie aussi évolue rapidement. Regardez les sites internet que vous utilisez, les technologies ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Pourtant, si on remonte entre 1800 et quelques et 1950, il n'y a pas forcément eu beaucoup d'avancées technologiques pour certains produits. D'accord? Et donc, il va falloir répondre aux nouvelles exigences des parties prenantes. N'oubliez pas notamment les clients. Qu'est-ce qui se passe au niveau des clients? Les clients ont un besoin croissant d'être écoutés, mais d'avoir surtout une relation privilégiée. C'est-à-dire que ce qui marchait après la Seconde Guerre mondiale, c'était ce qu'on appelait la production en masse. On produisait des produits standardisés qui étaient vendus à tout le monde. Il fallait avoir son petit pavillon, sa petite voiture, etc. Ouais. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Vous avez besoin d'une relation personnalisée. C'est permis notamment par les nouvelles technologies, mais c'est de plus en plus difficile pour les entreprises de fidéliser leurs clients. Ouais. Donc, elles vont mettre en place des structures plus flexibles qui vont répondre plus facilement à une évolution de la demande rapide, contrairement à des structures qui sont beaucoup plus rigides et qui seront très difficilement adaptables au nouvel environnement. Voilà. Okay. C'est pour ça qu'on voit apparaître des nouvelles structures plus flexibles. J'espère que c'est assez clair. Oui. C'est pas évident de. Oui, il faut poser des questions. Ouais. Allez, dernière question. Enfin non, je te laisse la poser. Sommes-nous obligés de faire un tableau pour la caractérisation? Non. Non, ce n'est pas une obligation. C'est mieux pour le correcteur. Il faut savoir qu'il corrige quand même un certain nombre de copies. Ça lui facilite la tâche. Mais si vous ne faites pas de tableau et que c'est clair, pensez à sauter des lignes dans vos copies. Vous ne le faites pas toujours très souvent, mais il faut savoir qu'on n'est pas une feuille près. Pensez à sauter des lignes et à essayer d'être le plus clair possible dans vos propos. Mais si vous ne faites pas de tableau, c'est bon. Alors, on va afficher la dernière question. Alors, dernière question, qu'est-ce que la RSE? Alors, Antoine répond donc pour le tableau de caractérisation qu'elle le fait sous forme de phrase, mais espace d'une ligne entre chaque caractéristique. Oui, c'est pas plus mal. Petit moyen mémo. Oui, c'est ça. Ouais, très bien. Puis n'hésitez pas à améliorer la présentation lors de votre rédaction, c'est le plus important. Qu'est-ce que la RSE? Ouais, allez, une dernière proposition pour cette dernière question.
Alors, Unicorn te propose la responsabilité sociétale des entreprises. Oui, donc responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. Alors, en quoi ça consiste? Ah, tu voulais pas juste... Ah oui, c'est facile. Ah. Sinon, on peut le dire sans le comprendre. C'est pas toujours... Donc, Non, sociétale des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous dire clairement à quoi correspond la responsabilité sociétale des entreprises. Alors attention, c'est vraiment quelque chose qui, pareil, c'est vraiment d'actualité et c'est une question qui peut tomber. Vous pouvez avoir une partie sur la RSE, sachant qu'en BTS tertiaire, ils ont eu un aspect RSE dans leur sujet. Ah oui. Ça veut rien dire, mais bon. Ouais. On ne sait jamais. On en parle beaucoup à l'heure actuelle, justement, des enjeux de la RSE. Alors, on te propose, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise qui se base sur les enjeux environnementaux. Oui, mais pas qu'environnementaux, il n'y a pas que ça. Alors, pour respecter l'environnement et les parties prenantes. Oui. À intégrer certaines personnes au monde du travail. Là, ça me plaît. À quelle personne vous pensez, Véronique? Mais c'est une très bonne suggestion. Justement, je vais développer un peu l'aspect. C'est le fait qu'une entreprise a des engagements vis-à-vis de la société. Exactement. Alors, allez, on va afficher la réponse. Ouais. Alors, la RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, au-delà, l'entreprise a une finalité lucrative. Mais le problème, c'est que en développant ses produits et ses services, l'entreprise va avoir un impact sur l'environnement. Bon, il y a un impact positif, mais très généralement, il y a un impact négatif. La pollution, les dégâts liés à l'environnement, etc. Donc l'entreprise a des obligations légales. Il faut savoir qu'il y a un cadre législatif qui est déjà mis en place en ce qui concerne notamment le rejet des eaux usées, etc. Mais l'entreprise va faire un effort, c'est-à-dire qu'au-delà de ses obligations, elle va décider de prendre en compte les conséquences négatives de ses activités de manière environnementale et notamment sociétale. Parce qu'une entreprise, ce qui se passe, c'est quand une entreprise, par exemple, décide de quitter un endroit et de s'installer ailleurs, il faut savoir que très souvent, la plupart des entreprises qui délocalisent, qui décident de partir, invoquent le fait qu'ils ont la liberté d'entreprendre, comme ils ont la liberté de partir. Sauf que ce qu'a dit le sociologue qui est décédé l'an dernier, Bauman, ce qu'il disait, c'est que lorsqu'une entreprise part, les conséquences sociales de l'entreprise restent sur place. Donc, qu'est-ce qu'on en fait des personnes qui se retrouvent au chômage, etc. Donc l'entreprise va décider, par exemple, d'aider ses parties prenantes, notamment si elle décide, par exemple, de partir, de mettre en place un certain nombre de choses pour améliorer la formation, par exemple, de ses salariés, pour qu'ils, si un jour elle doit se séparer d'eux, qu'ils soient capables de retrouver facilement un employeur. Donc il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place. Pour revenir sur ce qu'a dit Véronique, les personnes handicapées, c'est une très bonne suggestion. Il faut savoir que l'entreprise peut faire appel notamment à ce qu'on appelle des scopes, non pas les scopes, j'ai oublié le terme, mais ça commence par un P. Il faut savoir que les entreprises de plus de 20 salariés doivent forcément avoir au moins 6% de personnes handicapées au sein de leur effectif. Si elles ne le font pas, elles peuvent contribuer à un fonds ou alors elles peuvent faire appel à une entité précise en fait qui va engager, qui va avoir sous contrat des personnes handicapées, c'est un peu sous forme associative. Et l'entreprise, pour une partie de ses activités, peut faire appel justement, au lieu d'employer des personnes handicapées, si elle ne peut pas le faire, elle peut faire appel à ce type de structure qui va réaliser un certain nombre de, on va dire, de petites parties, par exemple, d'un produit. Voilà. J'ai oublié le terme là. On devrait le retrouver. Et c'est pour ça que c'était une très bonne suggestion de parler des personnes handicapées. Alors, je lis ce que Baptiste vous dit. Ouais, le prochain live de SES a lieu mercredi prochain à 17h, donc soyez nombreux. La GPEC en fait partie. Effectivement, la GPEC, c'est très bien parce que la GPEC s'oriente sur la formation et notamment l'adaptation, de l'entreprise. Ok, bon, on va s'arrêter là du coup pour ce soir. On espère que ce live du management des organisations vous a plu. N'hésitez pas à nous faire des propositions de live que vous aimeriez avoir. On vous a remis la liste de tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, vous serez au courant de toute l'actu qu'il y a autour du bac et autour de la STMG et même du management des organisations. Je vous rappelle, vous trouverez sur les réseaux sociaux et sur le site de DigiSchool le corrigé du... Et puis on a fait un live aussi en décembre ou en novembre d'un sujet de management
Ouais, tout à fait. qui est C'était disponible la aussi Bas de Blanc, et en ouais. éco droit aussi. Donc n'hésitez pas à les regarder. Mm. Et Pondichéry aussi Et Pondichéry, est disponible ouais, en le corrigé. corrigé. Donc n'hésitez pas à aller vous exercer. Il vous reste pile un mois. Voilà, le 18 juin. Bon courage vous dans vos serez, révisions. ouais, vous serez parti à la guerre. Donc il vous reste un mois pour réviser. Profitez-en bien pour tout revoir. On vous souhaite une bonne soirée. Un grand merci Excellente à soirée. toi. À très Un bientôt grand sur DigiSchool. merci, ouais, à toutes les équipes techniques. Et on vous souhaite une bonne soirée.